la spécificité du passage qui repose sur la mise en scène d'un meurtre, enfin la représentation justement d'un crime hors scène, hein, et j'explique que c'est par le langage que l'on va pouvoir dire le crime en quelque sorte. Vous voyez, on ne montre pas, on dit le crime. Ça va ? Je vais vous expliquer dans le détail, hein, je vous fais corriger, c'est juste pour vous expliquer le plan. Je ferai un petit B sur le couple et la dynamique du couple dans cette pièce. Parce que c'est pas un dialogue entre deux personnages normaux, si j'ai envie de dire. Là, on n'est pas sur deux copains, Geronimo et Sganarelle, qui parlent d'un projet de mariage. On est sur le dialogue au sein d'un couple. C'est Lady Macbeth et son mari Macbeth. Et ce couple me paraît monstrueux dans les rapports de force qu'il entretient et dans tout ce qui les oppose. Lady Macbeth écrase complètement Macbeth dans la scène qu'on a sous les yeux. Elle le domine complètement. Il y a quelque chose d'assez monstrueux dans son comportement. Et par ailleurs, dans la manière dont les personnages réagissent face au crime, il y a une antithèse complète entre les deux personnages. On a d'un côté Lady Macbeth qui fait preuve d'un sang-froid et d'un calme glaçant, qui va rationaliser, qui va agir, qui va être hyper factuel, qui va prendre la situation en main, littéralement prendre la situation en main, en allant cacher les poignards, barbouiller les gardes de sang pour les faire accuser du meurtre. Donc c'est grâce à elle, en quelque sorte, que l'alibi se met en place, en fait. Hein. Elle est l'intelligence du mal, Lady Macbeth. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est un personnage qui est du côté de l'intelligence terrible et glaçante du mal. Alors que de l'autre côté, dans un rapport spéculaire, dans un rapport inversé, en opposition totale à ce personnage féminin, on a Macbeth, qui est censé être le guerrier barbare, qui lui a effectivement commis le crime, mais qui apparaît sur scène dévasté, sidéré, presque déjà fou, rendu fou par son geste en fait. Et lui n'est capable de rien. Il ne veut pas retourner dans la chambre là où il a tué le roi, il ne veut pas s'approcher des gardes pour les barbouiller de sang, il est complètement tétanisé en fait. Donc il y a un rapport d'opposition très fort au sein du couple entre Lady Macbeth et Macbeth. Les deux personnages s'opposent, et ils s'opposent tellement qu'ils sont presque le miroir inversé l'un de l'autre. Il y en a une, c'est le génie et l'intelligence du mal, elle est glaçante, elle est froide, elle agit. Et l'autre, il est complètement paralysé, il est dans la rétention et dans la peur. Hein. Vous voyez, il y a un rapport spéculaire, un rapport complètement inversé entre l'homme et la femme. Et donc, le couple qui est mis en scène ici est un couple monstrueux et par ailleurs, un couple stérile. Parce que vous avez lu la pièce, vous l'avez aussi vue, hein, c'est d'ailleurs remarquablement explicité dans la mise en scène de Louis Arène. On a affaire à un couple stérile. C'est le drame de Lady Macbeth et de Macbeth. Ils ne peuvent pas avoir d'enfants. Et ça, les sorcières leur disent. Hein, vous savez, la prophétie des sorcières dit que Macbeth sera roi, mais qu'il n'aura pas d'enfants, qu'il n'aura pas d'héritier. Et par ailleurs, c'est un couple qui n'a pas d'enfants dans la pièce, de base. Hein, donc il y a une impossibilité du couple à procréer qui génère quelque chose d'un peu monstrueux dans la pièce, puisque le couple étant stérile, la seule chose qu'ils parviennent à enfanter ensemble, c'est le mal, c'est le crime, et ils s'y mettent à deux. D'accord ? Il y en a un qui tue et l'autre qui raisonne, qui pousse au crime et qui arrange un peu les angles et les alibis. C'est un acte collectif en quelque sorte. C'est pas un acte collectif, j'ai envie. Oui, c'est ça. En fait, c'est parce que le couple est stérile qu'il enfante, la seule chose qu'il peut enfanter ensemble, la seule chose que ces deux personnages peuvent enfanter ensemble, c'est l'acte monstrueux, c'est le crime, vous voyez. D'où le petit B à un couple stérile et monstrueux. Ici, j'insisterai vraiment sur la relation entre les deux personnages, sur ce qui les oppose et ce qui les rend monstrueux, mais en même temps, sur leur capacité à faire quelque chose ensemble. En fait, la seule chose qu'ils arrivent à faire ensemble, c'est un acte barbare, en fait, finalement. Ils ne peuvent pas avoir d'enfants, la seule chose qu'ils enfantent, c'est le crime. Et je ferai un petit C sur, encore une fois dans cette idée, encore une fois dans cette idée de basculement, hein, puisque ici j'aimerais insister sur le fait que, comme vous avez lu aussi la pièce normalement, quand vous serez en DST, vous avez lu la pièce, hein, donc situez bien le texte. Ici on a affaire au nœud, hein, on est vraiment dans le basculement. C'est à partir du crime que les choses dégénèrent. Vous vous souvenez, hein, en fait il commence par tuer le roi, puis après, plus rien ne va. Il va être obligé de tuer les gardes. Bah oui, ils sont obligés de les barbouiller de sang pour les faire condamner. Ensuite, il va être obligé de tuer Banquo, parce que Banquo, il en sait trop. Il était là quand il a vu les sorcières. Et puis en fait, les crimes entraînent les crimes, entraînent les crimes. Donc en fait, on a affaire à un crime inaugural qui n'est que le début de l'entrée de la pièce, si vous voulez, dans la barbarie. Hein.
que l'entrée dans un cercle vicieux où le crime entraîne toujours plus de crimes en fait. Donc ici, on est dans une scène à partir de laquelle la pièce va basculer littéralement dans le chaos. Le crime devient le nœud tragique de l'intrigue. À partir du crime, à partir du meurtre de Duncan, il n'y a plus de retour en arrière possible. Et c'est bien ce que dit Macbeth à plusieurs reprises quand il exprime sa culpabilité. Pourquoi est-ce qu'il culpabilise ainsi? Parce qu'il ne pourra jamais revenir en arrière, le crime est accompli. Vous voyez, donc il y a un point de non-retour dans le meurtre. On commence à faire le mal, on est obligé de continuer à faire le mal. Vous voyez, il y a une espèce de point de non-retour. Donc ici, je ferai un petit C sur le basculement dans le chaos, en montrant bien que cette scène est le point de bascule de la pièce, le point de bascule de l'intrigue, en montrant bien que le crime constitue bien le nœud tragique de l'intrigue. Donc vous voyez, dans chaque partie, dans chaque sous-partie, je donne dans mes titres, des informations en fait. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Dès la construction de mon plan, j'essaie d'utiliser les mots, les thèmes, les situations, les contextualisations qui vont vraiment donner ensuite du sens à mon exposé, vous voyez, pour que ce soit le plus clair possible. Alors dans votre copie, pour le partiel demain, vous pouvez tout à fait laisser les titres apparents dans la structure de votre copie, ça ne me dérange pas du tout, surtout si les titres sont très synthétiques et rendent compte vraiment le plus possible de l'ensemble de ce que vous voulez développer. Ensuite, j'arrive à un grand 2. J'ai choisi, dans une deuxième partie, de m'intéresser spécifiquement au cadre spatio-temporel. Parce que je trouve qu'il y a quand même quelque chose de très particulier dans le traitement de l'espace-temps dans cette scène. Selon moi, d'abord, le hors-scène est envahissant. Parce que le meurtre a lieu hors scène, mais petit à petit sur scène, il va y avoir de plus en plus d'objets de traces du crime. Le meurtre envahit la scène. Il y a de plus en plus de sang, il y a les épées, il y a des allers-retours des personnages entre le hors-scène et la scène, en particulier de Lady Macbeth. Donc il y a quelque chose de très envahissant. Le hors-scène est inquiétant, il envahit la scène. Comme si les personnages ne pouvaient pas effacer leur meurtre, vous voyez, leur crime. Le crime envahit la scène là où sont les personnages. Le crime entache les personnages, le crime les suit. C'est ça que veut dire aussi ce hors-scène un peu envahissant. Ensuite, je parlerai de l'enfermement des personnages, avec cette idée des coups frappés à la porte, de tout l'espace qui est extérieur à la scène, qui devient extrêmement oppressant. Vous voyez, on frappe à la porte, à tout moment ils peuvent être surpris. Vous voyez, le monde extérieur à la scène est un monde de témoins potentiels qui à tout moment peuvent entrer sur scène et les voir. Donc en fait, on a l'impression qu'ils sont enfermés sur la scène, qu'ils sont pris au piège de leur crime. Et ensuite, et en même temps, cette scène est extrêmement oppressante, puisque à tout moment on peut les surprendre en fait. Donc l'enfermement des personnages, on peut ajouter aussi cette idée d'oppression en fait. Et en petit c, je parlerai du traitement du temps qui bascule dans le cauchemar, puisque je vous rappelle que le crime, et ça c'est important et on ne voit peut-être pas trop, on ne voit peut-être pas assez, mais le crime a lieu la nuit. Et il y a quand même quelque chose dans le discours de Macbeth qui annonce que plus jamais il ne fera jour dans son esprit. Ne dormez plus, Macbeth a tué le sommeil. Donc les personnages, par le crime, se sont condamnés à un temps différent, à un temps qui relève plutôt de celui du cauchemar, où les personnages ne pourront plus dormir, seront condamnés à être hantés par des visions de plus en plus oppressantes, de plus en plus réprimantes. Donc il y a quand même un traitement du temps dans la scène qui annonce que la pièce va basculer dans quelque chose de presque surnaturel, où les personnages vont se retrouver enfermés dans une espèce de ligne temporelle cauchemardesque où le sommeil est interdit et où ils sont condamnés à vivre comme des fantômes, hantés par leur propre crime, vous voyez. Et ici, j'insisterai sur ça, du coup, sur le traitement du temps dans le petit c. Est-ce que ça va? Est-ce que vous avez des questions? Ça va? Vous n'en pouvez plus, là, ça commence à être long. Alors, si vous n'avez pas de questions, je vais vous développer un petit peu tout ça. Alors évidemment, il y avait plein d'autres choses à dire, il y avait plein d'autres propositions qu'on pouvait faire. Je me contente de ça parce que je me dis qu'en 2 heures, si vous arrivez à faire ça, ce serait déjà très bien. Alors, corriger. Donc, pour rappel, en introduction, encore une fois, je vous mets à peu près ce que vous auriez pu mettre. En introduction, vous auriez pu faire un petit peu de contexte en expliquant qu'à la Renaissance, à la période où Shakespeare écrit, s'opère une véritable révolution copernicienne. Vous savez, la Renaissance, c'est la période de Copernic, de Galilée. Qu'est-ce qu'on découvre?
on découvre que la Terre n'est pas plate, on découvre que la Terre est ronde, et on découvre que la Terre n'est pas le centre de l'univers. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce truc, de vos vieux cours d'histoire. Qu'est-ce qu'on découvre avec Galilée? On découvre que l'homme n'est pas le centre du monde. Et ça pique un petit peu l'humanité à la Renaissance. Parce qu'avant, on croyait que c'était le monde qui tournait autour de la Terre. Et avec Galilée, non, on comprend que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil. Et en fait, ça paraît un peu anecdotique comme découverte. Nous, ça nous paraît un peu évident et bébête, quoi, si je peux dire. Mais attendez, essayez d'imaginer, dans le monde catholique, où on croit en un Dieu créateur, essayez d'imaginer d'un seul coup que ce monde-là, créé par le Dieu auquel on a pensé pendant 2000 ans, enfin 1500 ans, essayez d'imaginer que d'un seul coup, il nous a pas mis au milieu de l'univers. C'est une révolution énorme pour l'humanité à cette époque-là, puisque d'un seul coup, qu'est-ce qui se passe? L'homme prend conscience qu'il n'est qu'une petite poussière dans l'univers, qu'il n'est rien du tout et qu'il est le centre de rien. Et donc, qu'est-ce qui se passe à l'époque où Shakespeare écrit? Et d'un seul coup, on commence à douter de tout. On commence à douter du bon fonctionnement des lois naturelles. On commence à ouvrir la porte au surnaturel et à toutes les formes d'écriture qui vont pouvoir rendre compte de cette angoisse de l'homme qui d'un seul coup comprend qu'il n'est pas grand-chose, en fait. Et qu'il n'est pas grand-chose, et puis surtout qu'il ne sait pas grand-chose de ce qu'il est et de sa place dans l'univers. Ça génère vraiment une grande angoisse, et cette angoisse, on la retrouve de manière récurrente dans les pièces de Shakespeare. On retrouve énormément cette angoisse de la condition humaine, du non-sens de l'existence, de ce gros point d'interrogation de la place de l'homme dans l'univers et du fonctionnement de l'univers en général. Donc peut-être en introduction, rappeler un petit peu ce contexte, en précisant que justement cette interrogation, cette angoisse liée à la révolution copernicienne et aux découvertes de Galilée, en précisant que cette angoisse est la porte ouverte dans la dramaturgie shakespearienne à des personnages angoissés, qui ne comprennent pas le sens de leur existence, qui ne comprennent pas les messages que l'univers lui adresse. Parce que Macbeth, c'est quoi son drame? Son drame, c'est qu'il ne comprend pas ce que les sorcières lui disent, en fait. Les sorcières, c'est la métaphore de quoi? C'est la métaphore du destin, d'accord, si on veut, mais c'est surtout la métaphore de ce gros point d'interrogation qu'on ne comprend pas, de ce langage crypté qui nous entoure, de cette nature cryptée qu'on ne comprend pas très bien, en fait. On ne comprend pas très bien ce que disent les sorcières. Leur langage est énigmatique. Et en fait, Macbeth, pourquoi est-ce qu'il décide à tuer, etc. Le déclencheur, c'est cette incompréhension initiale qui est une métaphore de la découverte de Galilée et de tout le choc que ça peut entraîner. Donc peut-être on peut faire un film comme ça. C'est une proposition, il y a plein d'autres accroches possibles. J'en profite pour injecter du cours et du contexte dans le collège. Alors, situation de l'extrait ensuite, dans l'introduction. On est au moment du crime inaugural, on est au cœur de l'action dramatique, dans un moment de bascule, dans un moment où la pièce va vraiment basculer dans la tragédie et puis même plus précisément dans la barbarie. Donc ici, il aurait fallu faire un petit travail de situation d'extrait et parler ensuite de l'originalité de l'extrait en expliquant que le meurtre a lieu hors scène pour donner au lecteur spectateur que le portrait des meurtriers. Le meurtre a lieu hors scène pour mettre l'accent non pas sur le crime et le geste barbare, mais sur les meurtriers qui ont pris l'arme. Et ici, rappeler que c'est quand même original, ce procédé qui consiste à décentrer le meurtre et à le laisser hors scène, c'est un procédé original. Pourquoi? Parce que justement, Shakespeare ne se prive pas de violence. Donc là, il y a quand même un décentrement qui est original par rapport à ce qu'on attendrait, en fait. Surtout que ça fait quand même tout un acte que le projet de meurtre de Duncan fermente dans l'esprit des personnages. Donc en fait, on n'attend que ça de le voir passer à l'acte. Et on ne le voit pas, il y a une espèce de frustration aussi. Donc on peut insister donc, sur cette originalité en introduction. Idée de problématique ou de questions qu'on peut poser au texte, si on préfère. La question, c'est celle que je vous posais tout à l'heure. Je la reprends. Pourquoi laisser ce crime hors scène? Qu'est-ce que cette originalité permet de révéler sur le couple de meurtriers? Ça, je pense que c'est la question un peu fondamentale du texte. Qu'est-ce que cette originalité permet de révéler sur le couple de meurtriers? Et comment est-ce que ce dérèglement permet de construire un cadre spatio-temporel vraiment infernal, avec un espace resserré, enfermé,
un temps qui devient uniquement celui de la nuit, du surnaturel, de l'angoisse, vous voyez. Hein, donc qu'est-ce que cette originalité, du fait du décentrement du meurtre qui est appelé sur scène Mersenne, hein, qu'est-ce que cette originalité permet de révéler sur le couple de meurtriers et comment est-ce que ce dérèglement permet de construire un cadre spatio-temporel infernal. Donc voilà ce que je rappellerai en introduction et ensuite je passerai évidemment à l'annonce de mes axes, à l'annonce de plan. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que ça va pour l'introduction? C'est une piste, voilà le contexte, vous pouvez aussi l'enlever et passer directement à la situation d'extrait, ça fonctionne, hein. C'était pour injecter du cours surtout. Alors, grand 1, le portrait des meurtriers comme point de bascule de la pièce. Et je commencerai par un petit A, dire l'horreur d'un crime hors scène, la représentation du meurtre par métonymie. Alors, grand 1, le portrait des meurtriers comme point de bascule de la pièce. Grand A, dire l'horreur d'un crime hors scène, la représentation du meurtre par métonymie. Donc vous savez, la métonymie, c'est ce procédé qui consiste à prendre la partie pour dire le tout. Donc ici, le sang, c'est la métonymie du crime. Hein, c'est la partie qui vient représenter le crime sur scène. Alors, effectivement, chez Shakespeare, on ne voit pas le meurtre, on sait que le crime a lieu quelque part. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai fait lire le monologue de Macbeth. On se rend bien compte que le meurtre a lieu quelque part entre la scène 1 et la scène 2, mais le lecteur-spectateur n'assiste pas au crime qui n'est pas représenté sur scène. Le lecteur-spectateur ne voit que le désir de meurtre qui prend forme dans l'esprit de Macbeth, acte 2, scène 1, avec cette référence au poignard qui est un peu la métaphore de la tentation du crime. Et il assiste au basculement dans la folie du personnage de Macbeth après le crime, acte 2, scène 2. Vous voyez, le meurtre a bien lieu quelque part entre acte 2, scène 1 et acte 2, scène 2. Et on assiste donc, acte 2, scène 2, dans l'extrait qui nous intéresse, au récit, ou plutôt à la mise en scène des réactions des personnages juste après le crime commis par le prêtre. Alors, on sait que c'est Lady Macbeth qui va devoir finir ce que son mari a commencé en remplaçant les poignards que son mari a malencontreusement apportés sur scène du fait de sa sidération, puisque je vous rappelle qu'initialement, c'était le projet de Lady Macbeth et de Macbeth, on l'apprend quelques scènes plus haut, initialement Macbeth devait placer les poignards près des gardes barbouillés de sang pour les faire accuser du crime. Donc, le crime est accompli, mais il n'est pas totalement achevé au moment où la scène est représentée. C'est ça que je veux dire. Le meurtre a eu lieu, mais le crime n'est pas fini, puisqu'il reste à concevoir la vie dans le crime qui est prémédité. Je crois que nous avons insisté sur cette idée de préméditation. Ici, on assiste effectivement à un crime qui a déjà eu lieu, mais on assiste... Enfin, le meurtre a déjà eu lieu, mais le crime n'est pas fini. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut encore mettre en place la vie. Alors, le meurtre n'est pas représenté sur scène, puisque l'accent est effectivement mis sur les meurtriers, sur leur désir de meurtre, et ensuite, donc acte 2, scène 1, sur l'accent est mis sur le désir de meurtre, et acte 2, scène 2, sur leur crainte déjà devant l'acte horrible, puisque Macbeth est tétanisé devant son crime, et leur crainte aussi d'être découvert, et ça c'est plutôt pour Lady Macbeth, qui elle est rationnelle et a peur d'être surprise par quelqu'un qui pourrait les voir barbouillés de sang. Effectivement, donc, on ne voit pas le corps sur scène de Duncan, on ne voit pas non plus le meurtre en action. C'est vrai, on aurait pu ne pas voir le meurtre, mais avoir le corps sur la scène. Or là, ce n'est pas le cas. On n'a ni corps ni meurtre en scène. Néanmoins, et ça c'est très important, le crime est présent sur scène par métonymie. Quelques objets vont venir envahir la scène et venir représenter, donner l'image du meurtre sur la scène. Nous avons par exemple les poignards que Macbeth a ramenés sur scène par inadvertance et qui sont la métonymie du meurtre. Nous avons aussi le sang sur les mains de Macbeth et ensuite sur les mains de Lady Macbeth, puisqu'elle va barbouiller de sang les gardes, les soldats de Duncan. Et donc, qu'est-ce que cela manifeste, cette représentation du meurtre par métonymie, avec
l'intégration sur scène d'éléments barbares, le poignard, le sang. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que le hors-scène devient de plus en plus envahissant. Le hors-scène devient de plus en plus envahissant, et cette invasion du hors-scène, cet envahissement du crime par métonymie sur la scène, illustre la violence d'un meurtre apparemment quand même particulièrement brutal et barbare, parce qu'il faut quand même qu'il y ait beaucoup de sang sur scène, a priori, et l'arme est barbare, le poignard est barbare aussi. Alors, est-ce que ça va? Vous me suivez toujours? Ça va? Donc ici on a une invasion du hors-scène par la présence sur la scène des armes du crime et du sang, qui illustre la violence d'un meurtre barbare et brutal. Et d'une part, effectivement, le sang devient la métonymie du meurtre, mais il devient aussi la métonymie de la conscience souillée des personnages et de leur désir de rédemption. C'est ce qu'illustreront aussi, là vous pouvez faire un parallèle avec le reste de la pièce, puisque le drame, par exemple, de Lady Macbeth, c'est qu'elle n'arrivera plus à se laver les mains. Vous savez, elle aura toujours l'impression d'avoir du sang sur les doigts quand elle basculera dans la folie. Donc on peut dire aussi que le sang sur la scène devient progressivement une métaphore de la tâche, de la conscience souillée des personnages et de leur désir impossible de rédemption. Les personnages sont condamnés à une forme de culpabilité éternelle par ce sang de plus en plus envahissant. On constate aussi que face à ces éléments qui représentent le meurtre par métonymie, donc le poignard, le sang, on constate aussi que les personnages ont des réactions antithétiques face au crime. D'un côté, on a Lady Macbeth qui littéralement s'en lave les mains. Je pense que le jeu de mots est bien venu. Elle s'en lave les mains, elle incite les autres à s'en laver les mains, donc à effacer le plus vite possible toute trace de culpabilité. Et de l'autre, au contraire, Macbeth, lui, déplore de ne jamais pouvoir effacer la tache de sang qui reste sur ses mains. Alors, vous savez, il dit l'océan tout entier deviendrait rouge s'il essaie de laver les mains de ce sang, etc. Alors qu'elle a dit un peu d'eau, va nous laver un peu d'eau, exactement. Typiquement, ça c'est quelque chose que vous pouvez citer par exemple pour montrer l'inversion sur les personnages. Il y en a un, il dit que tout un océan ne suffirait pas à lui laver les mains, alors que l'autre dit un peu d'eau suffirait. Alors, on a d'un côté un personnage qui s'en lave les mains et de l'autre un personnage qui est entaché au point qu'il ne pourra jamais s'en laver, justement, de ce crime. Et donc, ce petit élément me permet d'introduire mon petit B, mon petit B sur un couple stérile et meurtrier. Donc petit B, un couple stérile et meurtrier, là ce qui va m'intéresser justement c'est cette dynamique du couple dévastatrice et monstrueuse. Il y a dans ce texte une dynamique du couple dévastatrice et monstrueuse par les rapports de force et les rapports d'opposition qui la structurent. Le couple est structuré par des rapports de force et d'opposition qui rendent le couple anthropique, monstrueux. Alors effectivement, si le meurtre n'est pas représenté sur scène, ce qui domine la scène, c'est effectivement le portrait des meurtriers. Et ça, je pense que vous l'avez tous à peu près vu. Ce qui domine la scène, c'est donc le portrait des meurtriers. Ce que l'on voit d'abord, c'est un couple stérile. Et je pense qu'il faut quand même insister sur la dimension symbolique de cette stérilité. D'abord, rappelons-nous que le couple est privé de descendance. Vous vous souvenez un peu plus tôt dans la pièce, les sorcières avaient bel et bien annoncé à Macbeth qu'il allait être roi, enfin général puis roi, mais par ailleurs, elles ont annoncé du même coup qu'il n'aura jamais d'héritier, puisque son héritier, son successeur, sera le fils de Banquo, son ami. Vous vous souvenez de ça? Donc, dans l'acte 1, on comprend que le couple Macbeth est stérile. Et par ailleurs, c'est un couple qui n'a pas d'enfant en dépit de son mariage. Donc on a affaire à un couple stérile, privé de descendance. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que les Macbeth vont dénaturer l'énergie amoureuse qui est censée fonder le couple pour le transformer en un crime jaloux. Finalement, ce qui unit les Macbeth, ce n'est pas tellement l'amour,
mais plutôt l'hubris. Vous savez ce que c'est l'hubris? Un hubris, c'est un mot grec qui désigne le penchant de l'homme à désirer toujours plus, à désirer dans la démesure. L'hubris, on dirait dans le langage courant, par exemple, c'est la folie des grandeurs, c'est la soif de pouvoir, c'est la soif d'avoir toujours plus. Et justement, notre couple de Macbeth n'est pas véritablement uni par l'amour, mais par la monstruosité de leur crime et par leur hubris. Autrement dit, ce couple stérile, qui ne peut pas avoir d'enfant et dont l'énergie amoureuse se trouve complètement vaine et dénaturée, ne parvient qu'à enfanter le crime, puisque ce qui les unit justement, ce n'est que le monstrueux et l'hubris. On a donc affaire à un couple stérile et monstrueux. Ce qui unit les Macbeth, ce n'est donc pas vraiment l'amour ou l'énergie amoureuse, mais plutôt la monstruosité et l'hubris, puisque les Macbeth ne parviennent en ce sens qu'à enfanter le crime et le mal. Et à ce moment précis de la pièce, suivant cette scène que l'on a sous les yeux, justement, la relation entre les Macbeth dans la scène qu'on a sous les yeux bascule particulièrement dans le monstrueux. On assiste à un point de bascule dans la relation entre les Macbeth, d'un couple qui était entre guillemets simplement stérile, on passe à un couple littéralement monstrueux, puisque en effet les dialogues entre les Macbeth montrent les rapports de force qui se jouent entre les personnages, les rapports de force et aussi les rapports de domination malsaine au sein du couple. Ici, le dialogue illustre les rapports de force et les rapports de domination malsaine au sein du couple, et on s'en aperçoit en particulier dans la réaction des deux personnages face au crime, puisque les deux personnages vont réagir de manière complètement opposée face au meurtre. D'un côté, on va avoir Macbeth. Macbeth qui lui... je suis l'heure, excusez-moi. Oui, on a 5 minutes. Macbeth qui lui sombre littéralement et immédiatement dans la folie. Et c'est intéressant aussi de regarder le passage, le monologue sur le poignard, juste avant, puisque en fait, ce qu'on aperçoit aussi, c'est que finalement, le poignard qu'hallucine Macbeth, c'est l'image de la tentation, c'est ce qui va le précipiter, c'est ce qui va le convaincre d'aller tuer Duncan. Mais en même temps, cette image du poignard que Macbeth hallucine, ça représente aussi le fait que l'idée même du crime déjà, l'idée même de tuer Duncan, faisait déjà basculer Macbeth dans la folie. La simple idée de tuer Duncan le faisait déjà halluciner, le faisait déjà voir des poignards, des formes, vous voyez. Il y avait quand même déjà un petit basculement dans la folie à la scène d'avant, mais il me semble que dans le passage à l'acte, le basculement dans la folie est total et irréversible, vous voyez ce que je veux dire. Ici, du côté de Macbeth, on assiste à un basculement dans la folie qui est total et surtout irréversible. Le monologue de Macbeth... j'avais intégré, vous voyez, ici, là, le monologue de Macbeth bascule de plus en plus dans la certitude. Ici, je parlais du monologue sur le poignard, on peut le passer. Vous regarderez, je vous l'enverrai si ça vous intéresse, parce que c'est vrai qu'il y a un petit changement de modalité. Vous savez ce que c'est les modalités dans un texte? Dans les modalités du discours? Je vous ai jamais parlé des modalités? Alors ça, c'est quand même important. Les modalités du discours, c'est quand même important pour comprendre le fonctionnement du discours de quelqu'un, en fait, en général. Vous avez 4 modalités. C'est-à-dire, si vous voulez, 4 manières de vous adresser à votre interlocuteur. La modalité assertive, c'est quand on fait une assertion, une affirmation. Par exemple, je n'aime pas le chocolat, c'est une modalité assertive. J'aime énormément travailler sur Macbeth parce que c'est ma pièce préférée. C'est une modalité assertive. Vous avez la modalité interrogative, qui vise à poser une question, à interroger quelqu'un. Par exemple, est-ce que vous pouvez fermer la porte? Pouvez-vous fermer la porte? Ça, c'est une modalité interrogative avec une question directe. Maintenant, si je vous dis, je vous demande quel temps il fait, c'est aussi une modalité
modalité interrogative parce que je me demande quel temps il fait, ma posture est celle de la question. Vous voyez ce que je veux dire? Donc la modalité interrogative, c'est pas que quand il y a un point d'interrogation à la fin de la phrase, ça peut être aussi toutes les phrases qui relèvent de l'interrogation en général. Je me demande quel temps il fait, c'est par exemple une modalité interrogative, d'accord? Et la modalité exclamative, c'est quand on est dans l'exclamation ou l'emphase, oh que le temps est triste, hein, point d'exclamation, ça on est dans l'exclamative. Et il y a la modalité jussive ou injonctive, on dit aussi les deux. La modalité jussive ou injonctive, c'est quand on donne un ordre. Pourriez-vous fermer la porte? Je vous pose une question là, pourriez-vous fermer la porte? Vous avez envie de dire c'est de la modalité interrogative. C'est de la modalité injonctive. Je vous donne un ordre en fait, je vous demande pas si vous pouvez le faire, je vous demande de le faire. Si vous êtes d'accord avec moi? C'est ce qu'on appelle un 3 piles ou plus 3. Un 3 piles ou plus 3. C'est quand vous donnez l'impression d'utiliser une certaine modalité mais qu'en fait vous en utilisez une autre. Par exemple, peux-tu fermer la porte? On a l'impression que vous posez une question, et si vous n'allez pas me répondre oui, je peux. Enfin, si, il y a des gens qui ont de l'humour et qui font, mon copain fait tout le temps ça, c'est insupportable. Oui, je peux. Bah non, non chérie, c'est un 3 pilocutoire. Je ne suis pas dans la modalité interrogative, je suis dans la modalité jussive, va ouvrir la porte. Et là, il me regarde comme ça et il me dit, mais qu'est-ce que tu racontes là? Vous voyez? Donc ça, ce sont les 4 modalités que vous pouvez utiliser et qui sont présentes de manière récurrente, évidemment, dans les dialogues ou dans les monologues. Et si vous regardez le monologue du poignard qu'on a lu tout à l'heure, vous regarderez ça chez vous quand vous aurez le texte sous les yeux, vous remarquerez qu'il y a un changement de modalité dans le monologue de Macbeth quand il est en train d'halluciner le poignard. Au début, il pose des questions. Est-ce que c'est un poignard que je mets en face de moi? Et au fur et à mesure, plus on avance dans le monologue, et plus il va passer à la modalité jussive. Allez, j'y vais. Allez, on y va, je vais le tuer. Vous voyez ce que je veux dire? Vous regarderez, il y a vraiment un glissement de modalité qui traduit le fait que Macbeth passe de l'hésitation. Est-ce que c'est un poignard que je vais devant moi? Non, mais je vais pas le tuer, mais si je le fais quand même, je sais pas trop. Et d'un seul coup, progressivement, il bascule dans la modalité jussive. Allez, j'y vais, je vais le tuer. Allez, j'y vais. Et sonne cloche, sonne la cloche, écoute bien la cloche, ce sera peut-être le plat qui te conduira au paradis ou en enfer. Vous voyez, on est dans l'injonction en fait, on est dans l'ordre. Donc ça traduit le fait que Macbeth bascule dans la détermination. Allez, ça y est, j'y vais, je vais le tuer. Vous voyez? Pourquoi je vous racontais ça? Bref, c'est un petit peu plus haut dans l'extrême, mais bref, n'importe. Donc, alors, par ailleurs, à l'extrait où on est là, hop, à la scène suivante, donc à l'acte 2, scène 2 qu'on est en train d'étudier, à l'inverse, on est complètement dans l'abandon. Vous voyez, quand il parle du poignard, à la fin, il est dans la modalité jussive, il est dans l'ordre, allez, j'y vais, je vais le tuer, etc. Et quand il réapparaît, acte 2, scène 2, il est complètement désarmé. Il n'est plus du tout dans la certitude, dans l'action, dans le allez, j'y vais, je vais le tuer. Il est dans l'hésitation, il est dans la folie. Il perd complètement le contrôle de la scène. Vous voyez la différence? Il y a vraiment un choc, il me semble, qu'il y a vraiment un choc entre l'acte 2, scène 1, où il prend le contrôle, allez, c'est bon, j'y vais, modalité jussive, je donne des ordres, j'y vais, je vais le tuer. Vous voyez? Et là, hop, on bascule dans la scène 2, et là, on a un personnage qui perd complètement le contrôle de la scène, qui ne sait pas où il est, qui est revenu sur scène avec les poignards, il est complètement perdu, il fallait surtout pas faire ça. Mais tu es fou, chérie, il faut pas débarbouiller les gardes, vous voyez. On assiste complètement à l'inverse dans l'acte 2, scène 2, on assiste à un guerrier qui jusqu'alors tuait de sang-froid sans se poser la moindre question, et qui là, d'un seul coup, perd complètement le contrôle de la scène, et devient complètement inactif, ne peut plus rien faire. D'autres, en tout cas, peut parler et demander pardon. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez comment ça bascule dans le traitement du personnage, Alors, effectivement, à la scène qui nous intéresse, les forces de Macbeth l'abandonnent complètement. Et là, il va se passer quelque chose de très intéressant. Puisque Macbeth perd le contrôle de la scène, à l'inverse, Lady Macbeth, elle, en prend le contrôle. Vous voyez le truc? Vous voyez comment ça marche? Donc ici, c'est Lady Macbeth qui va prendre le contrôle total de la scène. Une fois l'acte réalisé, Macbeth n'est plus du tout capable de finir le crime, de barbouiller les gardes, de trouver son alibi. Et il va sombrer dans une espèce de folie, dans une espèce de culpabilité. Et il raconte le meurtre à demi-mot en fait. Il ne le raconte jamais vraiment, il dit cette chose, cela, j'ai fait la chose, il ne décrit jamais le meurtre, on ne sait pas comment il l'a tué, on ne sait pas s'il l'a tué d'un couteau dans le ventre, d'un couteau sous la gorge, on ne sait pas vraiment. Mais on sait que dans sa manière d'exprimer le meurtre, on ne va pas dire qu'il le raconte parce qu'il ne le raconte pas vraiment, mais on va dire d'exprimer le crime, dans sa manière d'exprimer le crime, sa femme, elle,
ne va répondre que par la raillerie. Elle se moque de lui. Je ne sais pas si vous avez senti ça dans la scène. Ah, mais vaine pensée de dire terrible chose, oh là là. Vous savez, il y a toutes ces répliques où elle va complètement se moquer de son mari. Alors j'ai noté les expressions de la traduction d'Yves Bonnefoy. Niaise idée que de dire triste crime, niaise idée. Enfin, t'es belle, quoi. C'est ça que ça veut dire. Hein. Niaise idée. J'aurais honte d'avoir le cœur aussi blême que toi. C'est-à-dire, j'aurais honte d'être aussi lâche que toi. Vraiment, c'est ça qu'elle lui dit. Elle insulte presque. Hein. Elle se moque de sa sensiblerie. Pour Lady Macbeth, son mari est devenu insensible, quoi. Plus du tout un guerrier. Hein. Donc elle se moque de sa faiblesse. Faible volonté, lui dit-elle, hein, vraiment, elle le domine complètement et elle se moque de sa sensibilité. Donc vous voyez, ici, Lady Macbeth prend le contrôle de la scène, domine complètement son mari, l'écrase et se moque de lui. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va? D'où aussi la violence des rapports entre les deux personnages. Et par ailleurs, Lady Macbeth use deux modalités injonctives. Donne-moi les poignards, vous voyez, elle donne des ordres, ce qui montre bien qu'elle domine son mari. Et à l'inverse, lui, Macbeth ne peut même pas nommer le crime. Regardez cela, vous voyez, le pronom, regardez cela, oh, il ne veut même pas nommer le crime, il ne veut même pas nommer le meurtre. Je n'ose pas, hein. Le crime devient pour Macbeth innommable, il ne peut même pas raconter, il ne peut même pas retourner sur ses pas, il n'arrive pas à l'exprimer, ce geste horrible qu'il a donné. Alors que, vous voyez, le rapport spéculaire, hein, le rapport d'opposition totale qui se construit entre les deux personnages dans leur réaction face au crime, ça va? Et donc, d'un côté, on a un meurtrier, lui qui a commis l'acte, qui bascule dans l'épouvante et dans la peur, et à l'inverse, on a Lady Macbeth, elle qui se dit enflammée, hardie, elle domine complètement la scène. Ça va? Alors, je pense qu'il faut que j'abandonne ma salle avant de me faire discuter. Oui, oh là là. Donc, je vous laisse. Marie, je vous envoie mon truc par mail.